Le marché n'ayant pas été conçu pour l'analyse carbone, non. Parfois on se retrouve dans des impasses. On s'est retrouvé à se connecter à Google et puis à se dire mince, pour le poids de la campagne, c'était absolument pas simple d'aller trouver la donnée, quoi. Donc on se dit, c'est vraiment pas le centre de la plupart des usages et la plupart des conceptions de logiciels qu'on utilise dans le média. Du coup, on essaie de pousser les limites au fur et à mesure et d'affiner au fur et à mesure en fonction de la donnée qu'on peut avoir. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors une fois n'est pas coutume, je reçois aujourd'hui un directeur artistique de formation. Alors c'est pas du tout pour parler de direction artistique, c'était mon introduction qui était comme ça. Adrien Galerno. Adrien, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors tu es directeur artistique, mais en l'occurrence c'est plus du tout ce que tu fais puisque tu es devenu entrepreneur et tu as fondé une start-up de mesure et pilotage carbone pour le milieu de la publicité et du marketing. C'est bien ça ? Tout à fait. Bon, parce que les termes sont un peu précis, faut pas dire n'importe quoi. Et donc, on va aujourd'hui parler, voilà, de cette mesure, de l'empreinte carbone que peuvent avoir les campagnes notamment, les sites aussi. On en parlera. Et je trouvais ça assez intéressant de faire ce petit pas de côté d'un sujet qu'on a parfois évoqué. C'est un sujet qui monte un peu dans les médias. Il y a Le Monde notamment qui a pas mal communiqué dessus à l'époque. Donc c'est quelque chose qu'on sent a de l'importance. D'ailleurs, nous chez Cosa Vostra, on est de plus en plus aussi sollicité dans des appels d'offres pour de l'éco-conception. Donc on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. Donc toi, voilà, tu as quitté ton ancien job. Tu étais chez Fred et Farid. Pas du tout. Si j'ai vu dans tes yeux, je me suis dit, est-ce que je me suis trompé? Non, mais c'est parce que ça fait un petit moment déjà, ouais. Un petit moment. Tout à fait. Ouais, j'avais et est-ce que tu peux nous raconter comment est venue cette idée, comment on passe de directeur artistique à entrepreneur pour la mesure et le pilotage carbone? Ouais, tout à fait. Oui, alors j'ai commencé en tant que directeur artistique effectivement chez Fred et Farid. Alors ça c'était en 2013. Assez rapidement en fait, je me suis lancé à mon compte en free. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc j'ai monté une première agence de com spécialisée en éco-conception en fait. Déjà la fibre quand même un peu. Ouais, en 2017. Donc il y avait déjà cette envie de pouvoir commencer à raccrocher les wagons entre mes envies personnelles, mes convictions personnelles et mon quotidien professionnel. Donc du coup, tout a commencé avec le print. Initialement, moi, je suis un printeux. Tu viens du print, le papier, les publications imprimées. Ouais, là, vraiment, ça c'était voilà. C'est ton grand kiff. Ouais, j'adore toutes les finitions, tout ce côté matière et finesse qu'on peut trouver dans le print, qui est pas toujours évident de retrouver dans le digital. Alors ça a été vraiment un gros kiff effectivement. Du coup, au fur et à mesure, par curiosité, on a réussi avec d'autres freelances au sein d'Aploid, du coup, à créer de l'éco-conception sur d'autres éléments, du motion design, des sites internet et autres. Et c'est là qu'avec des clients en grand compte, on a commencé à avoir des demandes de mesures carbone de cette éco-conception. Finalement, une fois qu'on a fait l'éco-conception avec eux, ils disaient c'est bien beau, mais en fait, on aimerait Comment je mesure ça par rapport à une conception traditionnelle? Exactement. Comment je peux valoriser, le mettre en avant, potentiellement du coup avoir plus de budget sur ces éléments-là. Et à l'époque, du coup, en 2019, je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Je me suis dit, il y avait des alternatives plutôt tradies avec des cabinets d'audit environnementaux et puis pas grand-chose d'autre. Donc, du coup, je me suis lancé et c'est là qu'est apparue l'idée de DK. Alors, DK, on le dit tout de suite, ce que ça veut dire, les deux lettres DK. K pour décarboné. C'est le jeu de mots, ce ne sont pas donc tes initiales, qui sont AG en l'occurrence. Donc, rien à voir. Donc, c'est bien décarboné. Et donc, quand est-ce que vous avez... Alors, vous ou tu as créé la boîte? Oui, alors j'ai monté la boîte en tant qu'associé unique en octobre 2021. D'accord. Donc on est aujourd'hui à 3 ans, la boîte a aujourd'hui 3 ans. Vous êtes combien aujourd'hui ?
On est 9. Ouais. Et tu es passé, alors juste pour un peu la genèse, je voulais en parler plus tard, mais je pense que c'est aussi intéressant, passer par l'incubateur de Ouest France, Offset. Donc déjà proche des médias dès le départ. Est-ce qu'il y avait une sensibilité pour les médias ? Alors en fait, on a même commencé par l'incubateur des arts et métiers de Paris, au tout début, qui nous a permis de se rapprocher en fait des ingénieurs ACV, donc analyse de cycle de vie, et donc cette fibre d'analyse environnementale. Puis effectivement, on est allé presque directement après chez Offset, du coup, qui est l'accélérateur du groupe Ouest France. Ça a été vraiment génial. On a été extrêmement bien accompagnés, notamment par deux marraines, donc Virginie Flash et Julie Quintard, qui m'ont énormément aidé. Et puis, ça nous a permis de comprendre quelles étaient les potentielles synergies avec le groupe. Et aujourd'hui, on travaille à long terme avec eux. Continue de travailler avec eux. Ouais, sur toutes les entités. On racontera un peu tout ça après. Et qu'est-ce que c'est alors des cas? Est-ce qu'on a parlé de mesures? Est-ce que c'est une techno? Est-ce que c'est des services? Est-ce que c'est un mix techno-service? Comment tu le définis? Alors, c'est avant tout une techno, puisqu'il faut, le média étant très data, il faut être capable de pouvoir faire de la mesure à grande échelle. Mais il est absolument nécessaire aussi d'accompagner finalement les clients, puisque aujourd'hui beaucoup d'entre eux découvrent tout ça, et donc du coup on met au fur et à mesure autour de cette technologie des services pour accompagner à la transition et permettre du coup à chacun des clients de comprendre quels sont les leviers d'action et comment réduire l'impact environnemental de leurs services. Ouais, est-ce que c'est en fait très jeune encore tout ce sujet? C'est-à-dire, est-ce que tu peux vendre toi la techno, mais derrière tu sens que il faut former, expliquer aux gens comment lire, comment agir, etc. Derrière, il y a un vrai besoin là derrière. Oui, complètement. En fait, déjà il y a 3 ans, en fait, finalement, le marché n'existait pas. Le marché actuellement est encore en création. Donc, effectivement, mais même moi, ça va pas forcément me dire grand-chose, une tonne de CO2. Donc, on est obligé de recontextualiser régulièrement les choses et de pouvoir aussi hiérarchiser les impacts et du coup les actions qu'on peut mener derrière. Comprendre qu'est-ce qui impacte véritablement, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est le plus complexe ou le plus simple à mettre en place. Ouais, c'est ça qui est intéressant. En fait, la mesure, c'est juste le point de départ. Le point de départ ou la partie émergée de l'iceberg en réalité. Avant qu'on entre justement un peu dans le détail, à qui ça s'adresse ? Alors, on s'adresse vraiment à toute la chaîne de valeur de la communication, donc de l'annonceur jusqu'à l'éditeur, en passant par les diverses agences, que ce soit des agences créa ou médias. Et donc, les clients qui viennent te voir, c'est parce qu'ils ont ça vraiment à cœur et ils voudraient réduire l'empreinte? Est-ce que c'est des impératifs? C'est quoi les objectifs, le client type? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Alors, c'est assez variable. Évidemment, il y a quand même parmi les premiers clients des clients qui avaient des convictions plus fortes que d'autres, et donc du coup je pense notamment à la régie de 366 ou Bicovery en tech qui sont vraiment venus par conviction très tôt. Et puis après il y a aussi toute la partie réglementaire où finalement toute la partie BGES 2 qui impose le scope 3 et donc entre autres la mesure de la communication pour les entreprises de plus de 500 salariés. D'accord, je t'avoue que je connais pas du tout ces trucs. Oui, bon, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que finalement des grosses entreprises de plus de 500 salariés, grosses entités ont l'obligation extra-financière d'intégrer ça dans leur bilan extra-financier. Et l'Europe a mis en place aussi la CSRD. Alors pareil, c'est encore un autre acronyme, mais c'est en tout cas une autre obligation, en tout cas de nos entreprises européennes cette fois-ci. Ouais. Donc on voit l'importance que prend le sujet et qu'on accompagne du coup. D'accord, donc c'est plus vu comme un gadget, c'est un must-have, c'est les gens qui, encore une fois, qui viennent te voir, tu le dis, c'est variable. Certains, c'est vraiment par conviction, d'autres, c'est parce que c'est une obligation. Oui, c'est un peu les deux, quoi. Tout à fait. Pour finir un peu sur cette carte d'identité de DK, est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui? Non, nous ne sommes pas encore rentables. Ça viendra au courant de l'année 2025, certainement. D'accord. C'est des investissements tech, c'est de l'humain. C'est juste pour expliquer un petit peu rapidement où vous en êtes un peu de votre développement.
Oui, on a beaucoup investi dernièrement dans la technologie, de façon notamment sur notre API as a product, qui nous permet aujourd'hui de nous brancher sur une multitude d'ad serving et pour les différentes agences et régies que l'on accompagne. Et donc du coup, on s'est beaucoup concentré sur le passage à l'échelle finalement et notre capacité à la fois gérer un flux de données important et sur toutes les géographies nécessaires. Donc ça a été un gros sujet et la structuration de l'équipe, aujourd'hui on est 9 et voilà, on devrait être 12 à la fin de l'année. Donc l'idée c'était vraiment de structurer une équipe extrêmement expérimentée. Un bon produit. Si on entre dans le détail, donc ça se présente sous forme de dashboard pour les clients et qu'est-ce que ça mesure concrètement? Ce que tu peux essayer de dire, on va peut-être prendre par le prisme des médias. Alors, médias, c'est très large, hein, entre télévision, radio ou éditeur de presse. Mais qu'est-ce que si je prends le cas d'un site, sachant que je le dis, vous êtes quand même plus fort ou plus pertinent sur tout ce qui va être campagne radio, télé, plus que la mesure d'un site où il y a plus de concurrence. Oui. Alors, donc on a vraiment, on a deux produits en fait finalement avec sur une technologie où on a un dashboard, comme tu viens effectivement de le dire, et puis l'API finalement, donc qui nécessite pas forcément de visuel, qui va en fait s'intégrer directement dans les outils de BI ou bien de MMM demain. Donc c'est vraiment le premier point. Et puis le deuxième point, la partie dashboard, effectivement, on va analyser tout le cycle de vie des campagnes plurimédia, donc que ce soit de la télé. Aujourd'hui, on a télé, radio, print, digital et affichage tout récemment. L'idée, c'est de pouvoir calculer quel est l'impact de la diffusion et on est en train de progresser vers l'impact également de la production de tous ces contenus. De tous les assets en amont. Voilà. Donc ça, c'est quand même le use case de DK, c'est vraiment la mesure d'une campagne plurimédia. Exactement. Donc depuis sa conception jusqu'à l'usage, enfin jusqu'au message, quoi. Jusqu'au message distribué à l'internaute et la lecture. Donc, tu peux prendre peut-être média par média pour dire un peu ce que vous mesurez, comment ça fonctionne. Oui, on va partir du coup de la conception. De la conception. Alors, la conception faisant partie de la production, on n'est pas encore tout à fait sur ces sujets-là. On est en train de travailler dessus. On collabore notamment avec EcoProd pour chercher à apporter des complémentarités et des synergies communes sur ce sujet. Aujourd'hui, étant axé davantage sur la diffusion, on va mesurer le stockage des informations, l'impact des réseaux et l'usage qui va être finalement l'impact des devices, donc que ce soit un ordinateur portable, un smartphone ou autre, qui va supporter finalement la diffusion et la communication qu'on va avoir. Et dans le cadre, ça c'est dans le cadre du digital, tu le disais, le device, le stockage, dans le cadre de la radio, de la télévision. Ça va être pareil finalement, puisqu'en fait une radio va nécessiter... Alors déjà, la radio se digitalise de plus en plus, donc elle va avoir les mêmes contraintes que d'autres supports digitaux. La télé également, donc même le print d'ailleurs, on voit avec l'applicatif, donc on va mesurer tout ça. Et puis lorsqu'on est effectivement offline, en fait, on va tout de même avoir la mesure du poste radio, de la télé éventuellement qui va du coup faire passer le spot. On va avoir ou bien pour le print l'impact du journal, du magazine. Mais ça, vous le prenez en compte ? Ouais. Mais alors, pardon, de manière encore une fois concrète, c'est peut-être des questions un peu simples. Mais la radio, c'est-à-dire quand tu dis c'est l'appareil, tu vas mesurer l'empreinte carbone de l'appareil et tu vas dire un appareil dure, je sais pas, 5 ans. Ouais. Ma campagne, elle dure 12 secondes. Je fais un prorata 12 secondes par rapport à 5 ans pour voir C'est ça ? Exactement. Ok. Exactement. Donc en fait, ce qui est intéressant, alors c'est que on va se retrouver parfois dans des situations où on va dire tiens, mais moi j'ai pas la main en tant que régie par exemple ou en tant qu'agence sur la durée de vie d'un appareil. Ouais. Seulement. En fait, le fait même de, par exemple, moins le solliciter avec potentiellement des diffusions moins lourdes. Ouais, mieux compressé. Voilà, mieux compressé, diffusé en Wi-Fi, qui est moins énergivore, des choses comme ça. Va moins solliciter l'appareil et potentiellement peut permettre une durée de vie au fur et à mesure un petit peu meilleure. Et en fait, c'est-à-dire qu'après, évidemment, il faut que chacun d'entre nous soyons capables individuellement en tant que citoyen. Toi, tu te bases sur une espèce de moyenne, en tout cas. On affine en fait. On commence par une moyenne
Et on affine au fur et à mesure avec des données de plus en plus proches du réel. Donc on peut par exemple se rapprocher de Samsung ou de n'importe quel autre constructeur pour pouvoir avoir des données beaucoup plus sensibles et beaucoup plus pratiques que de la moyenne nationale. Et c'est intéressant parce que j'enregistrais en l'occurrence ce matin avec Antoine Chotard de Samsung qui racontait justement un peu sur la télé connectée, les campagnes de pub segmentées, etc. où effectivement il y a beaucoup de data. Donc toi en fait tu dis que tu pars d'une moyenne mais tu es capable dans le détail de dire sur telle campagne j'en ai eu autant qui ont été passés sur tel type de télé connectée, d'appareil, et plus tu as de data, plus tu peux rentrer finement dans tes calculs. Donc c'est vraiment ça que tu fais, c'est regarder où est diffusé, quel appareil, et plus tu as de détails, plus tu es capable d'affiner cette empreinte. Exactement, c'est le but. En fait, le marché n'ayant pas été conçu pour l'analyse carbone, non. Parfois on se retrouve dans des impasses. Oui, ou des aberrations, des impasses. Oui. Ouais, on s'est retrouvé à se connecter à Google pour pas le nommer et puis à se dire bah mince, pour le poids de la campagne, c'était absolument pas simple d'aller trouver la donnée quoi. Donc on se dit c'est vraiment pas le centre de la plupart des usages et la plupart des conceptions de logiciels qu'on utilise dans le média. Donc déjà il y a ça et puis effectivement après du coup, on essaie de pousser les limites au fur et à mesure et d'affiner au fur et à mesure en fonction de la donnée qu'on peut avoir. Donc, c'est souvent un travail de fourmi où on est là. Ouais, j'ai l'impression, tu vois, et c'était ma question un peu de dire comment tu arrives à industrialiser ça et l'apaiser. Alors, j'ai l'impression que c'est très, très sur mesure. Finalement, il va y avoir des métriques que l'on peut, qui sont assez standardisées et qu'on va pouvoir rapprocher de données carbone. Et puis, il va y avoir au fur et à mesure des engagements, de plus en plus de données qui vont nous être transmises de façon à pouvoir affiner la donnée. L'intérêt notamment que ça peut avoir pour les clients, c'est que c'est de pouvoir se différencier d'une part, donc être capable de se dire tiens voilà et de concrètement je suis moins carboné que la moyenne ou qu'un concurrent ou que la moyenne, alors qu'un concurrent, l'idée n'étant pas on va pas benchmarker, on va pas dire tiens un tel est moins bon qu'un tel, on va chercher oui, tu donnes la mesure quand on te la demande à un client. Voilà, et c'est pas du benchmark. L'idée étant de dire d'apporter une moyenne et de savoir se situer par rapport à la moyenne. Mais au final, on va avoir des clients qui vont être capables au fur et à mesure d'affiner la mesure et de pouvoir valoriser la démarche qu'ils ont et de savoir quels sont les points encore améliorables, où est-ce qu'ils peuvent aller. Et donc, plus on affine, c'est vraiment comme, j'aime bien mettre la comparaison avec la qualité de l'air. La qualité de l'air, plus les capteurs sont fins, plus on est capable de découvrir, de savoir quelles sont certaines particules fines ou d'autres, et donc du coup d'améliorer encore, améliorer. De pouvoir agir de manière plus ciblée, etc. Et donc justement, tu as fait ces mesures, donc tu donnes son score à ton client. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il le voit sur son dashboard. Alors, ça se fait de manière plus ou moins automatique ou automatique? Là, ce qu'on te disait, maintenant, c'est quasiment automatique? Alors, on a vraiment deux options. Il y a une version complètement automatisée, notamment... Un SaaS, self-serve, je branche mes campagnes. Voilà, alors il y a un SaaS et surtout en API pour vraiment les gros volumes. Et là, on remonte l'information carbone directement dans les outils de BI, donc des clients. Et vous touchez à rien. Et là, il touche entre guillemets, une fois qu'on a setupé tout ça, après, ça roule. Ouais. Et puis, pour d'autres clients qui peuvent avoir peut-être moins de volume ou moins de demandes aussi de la part de leurs clients sur la mesure carbone, il va y avoir du coup le modèle SaaS qui est plus manuel et donc faire à la carte les mesures dont ils ont besoin. Ouais, avant qu'on parle justement de la suite, je te demandais, mais juste je reviens, est-ce que c'est fiable ou est-ce que en fait ce qui est important c'est de faire une mesure et de voir l'évolution de celle-ci? Parce qu'en fait, tu vois, il y a, tu disais, enfin, la mesure d'une radio, d'une télé, etc. C'est quand même très hyper hétérogène. Il y a des choses, tu dis, c'est presque empirique. Est-ce que c'est fiable? Ça représente quand même quelque chose? Alors, oui, c'est fiable. Vraiment, on travaille de façon extrêmement sérieuse avec une rigueur méthodologique qui est reconnue, de la méthode bilan carbone et GHG protocole notamment pour la partie internationale. Des référentiels aussi qui vont être en fait des périmètres de mesure sur lesquels on s'appuie ou bien même on construit, par exemple, pour la radio. Et on fait partie maintenant d'instances internationales comme le GARM ou la WFA ou l'IAB Europe pour pouvoir porter et co-construire en fait au niveau international ces référentiels. Après, effectivement, la donnée est constamment améliorable.
il faut différencier, comme je disais tout à l'heure, quand on n'a pas l'information, on va faire une moyenne, on va créer une information à partir d'estimations. Et là, c'est parfois très perfectible. Le plus important dans ce cas-là, c'est de se dire que même si c'est perfectible, c'est un point zéro. Et que à partir de ce point zéro, si on réduit de 40%, on a réduit de 40% ouais, à partir de mon point, l'évolution. Exactement, tout à fait. Donc tu as raison de pointer ce point-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on montait sur une balance. C'est pas parce que la balance est déréglée. Si elle reste déréglée d'une certaine manière, je caricature évidemment, mais finalement, le référentiel est le même. Donc du coup, si on a perdu 10 kilos sur une balance qui est un petit peu déréglée, éventuellement, on aura perdu 10 kilos quand même. Ouais, ou des pourcentages, comme tu dis. Si t'as baissé de 10%, t'as baissé de 10%. Voilà. Et donc c'est ça. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est de donner un indice, un score, ou de donner un volume? Parce que là, souvent, on l'indique en volume, en tonnes, en grammes. Je sais que si tu vas sur le site de DK, t'as un petit widget qui te dit ta consommation. Alors j'imagine que là, elle est relativement fiable parce que tu maîtrises relativement bien tout, ta conception, le stockage, etc. Mais donc là, tu donnes vraiment un nombre en grammes. En l'occurrence, tu vois. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de se dire c'est un indice, alors ça parle peut-être moins à l'utilisateur, et de voir l'évolution de cet indice pour toi, voir ta consommation? Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui sont partis là-dessus. Nous, on l'a pas fait pour une raison très concrète, c'est que tant qu'il n'y a pas un indicateur, disons, reconnu... marché standard. Ouais. Le scoring A d'un tel sera peut-être le scoring G d'un autre, quoi, quelque part. Et donc, du coup, pour le moment, on est véritablement sur de la mesure avec une restitution d'empreinte carbone équivalent. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les gaz à effet de serre qui peuvent être émis, on les retranscrire en CO2 équivalent. Et on va accompagner le client à comprendre quel est l'impact, quelle est la hiérarchie d'impact. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Donc, on va donner des équivalents. On va dire le nombre de t-shirts que ça aurait pu représenter, d'aller-retour Paris-New York, ou des choses qui sont beaucoup plus factuelles, beaucoup plus concrètes pour chacun d'entre nous. Et puis, on va apporter des recommandations d'action, voilà, pour pouvoir permettre la réduction et savoir qu'est-ce qui est plus simple ou le plus complexe à réduire. Donc ça, tu peux expliquer, vous le faites, cet accompagnement-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la mesure, tu continues de travailler avec ton client, tu lui présentes son empreinte et tu lui fais tu hiérarchises et tu l'aides. Et ça, c'est une prestation que tu vends en disant voilà sur quoi vous pourriez jouer pour avoir un impact plus faible. Oui, tout à fait. En fait, on a des recommandations directement dans l'outil que le client va pouvoir voir, et donc avec un indice d'impact où il va savoir si c'est plus ou moins ça va réduire plus ou moins son impact carbone, de facilité d'action aussi, savoir si c'est plus ou moins facile à mettre en place. Et puis au fur et à mesure, comme on disait au début, on va avoir des services annexes, donc des ateliers et des formations qui pour accompagner les clients justement à mettre tout ça en place et à réduire, puisqu'évidemment une fois qu'on a mesuré, finalement c'est que le point de départ, donc derrière il faut réduire. Et il y a des réductions, t'as des exemples un peu de clients qui ont vraiment réduit de manière drastique en suivant les recommandations? Il y a des choses simples à faire qui fonctionnent vraiment très bien? Alors, il n'y a rien de magique. Les clients ne nous ont pas attendus, heureusement, pour chercher à être efficients. En fait, finalement, il y a souvent une corrélation entre efficience économique et environnementale. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça, c'est assez si tu touches au portefeuille, très vite, les gens le voient. Ouais. Voilà. Donc, du coup, de ce point de vue-là, il y a déjà des choses, donc, notamment, par exemple, pour la presse, ce qui est intéressant, c'est de réussir à valoriser, d'un point de vue environnemental, toutes les démarches qui ont été faites ces dernières décennies et que, voilà, la presse est souvent comparée au digital. Le digital ne cesse d'augmenter l'impact environnemental de ses prestations, alors que la presse n'a cessé de les réduire. Donc du coup, il faut, ça peut être l'occasion de montrer toutes les bonnes actions qui ont été menées. Il va y avoir, par exemple, du SPO qui va souvent être une pratique qui est assez intéressante en termes d'impact environnemental. Ah, c'est quoi, pardon, je suis désolé. Alors le SPO, ça va être Supply Path Optimization, donc ça va être justement la capacité à faire moins de requêtes au serveur sur le programmatique, donc de chercher à faire en sorte que entre l'acheteur et le vendeur, il y ait le moins d'interaction, enfin le moins de ping, le moins de connexion, quoi. Exactement. En fait, finalement, plus il y a de ping, plus il va y avoir de requêtes, plus il va y avoir d'énergie dépensée. Enfin voilà. Ouais. Donc il y a plein de choses qui sont du bon sens aussi, entre guillemets, mais finalement. Tant que tu le mesures pas.
Tant que tu le mesures pas. Mais exactement, tant qu'on s'en est jamais préoccupé, qu'on n'a pas mesuré, notamment pour le digital, il y a eu énormément de. Oui, ça n'a vraiment pas été une préoccupation. On a une abondance de données. Je pense à la lourdeur des codes, etc. Comme en fait, on a eu du haut débit. En fait, on cache derrière les connexions des mauvais codes et des choses très très lourdes sans s'en soucier. Tant que ça charge vite, bon. Et puis encore très récemment, le cloud était beaucoup moins carboné forcément que tout ce qu'on pouvait voir de physique. Hein. On n'a plus le papier sur le rebord de son bureau, on l'a dans le cloud. Donc alors que c'est pas si simple que ça. On sait que, on sait de plus en plus dans le sens où de plus en plus de gens de façon grand public savent que maintenant, derrière, il y a des serveurs, il y a des data centers, il y a plein de choses et des choses propres, et des choses nettement moins propres. Exactement. Et très matérielles et très physiques aussi, comme le print. Et très énergivore aussi pour la plupart. Et du côté éditeur de presse, alors qu'ils sont plus sur peut-être moins côté annonceur, est-ce que ils ont des problèmes spécifiques sur leur empreinte carbone? Est-ce que tu accompagnes des clients vraiment sur la partie de leur site, leur écosystème digital? Sur l'écosystème digital, par exemple, pour le groupe Ouest France, on va être sur la partie publicitaire, régie Aditi. Ouais. On est aussi avec RRR, donc Radio Régie Région. On va avoir AFI Ouest, enfin les entités du groupe. Donc les problématiques sont assez multiples. Enfin, il va y avoir en fait de plus en plus de parties digitalisées justement qui cherchent à toute cette transition, cette transformation, elle n'est pas simple puisqu'en fait il faut à la fois réussir à digitaliser des choses qui étaient très hors médias et de prendre en compte maintenant du coup en plus de la RGPD, la partie environnementale. Donc il y a énormément d'éléments à prendre en compte aujourd'hui sur toute la chaîne et s'il y a bien un point à retenir, c'est que plus on a d'éléments, plus on a de moyens d'action et de réduction. Donc ça prend du temps. Donc vous n'êtes pas trop, entre guillemets, sur la partie mesure de l'empreinte carbone des sites. Parce qu'il y a d'autres solutions qui existent. Alors, c'était un parti pris parce que votre truc, c'était de se dire, on est sur les campagnes de com plurimédia et on va mesurer ce qui hier ne l'était pas. Et donc, on a une espèce de sweet spot quelque part qui est bien. C'est peut-être pas intéressant ou plus naturel de se dire, tiens, je vais mesurer combien l'impact d'un site. On a déjà une première approche de mesure d'impact des sites. On est en train de se rapprocher d'acteurs qui sont plus spécialisés que nous pour pouvoir du coup affiner cette mesure. L'idée étant de pouvoir permettre une mesure complète où finalement on va avoir la mesure de l'écosystème publicitaire du site et la mesure de l'asset du site en lui-même, finalement. Comment il est conçu, comment il fonctionne. Comme l'appareil radio dont on parlait tout à l'heure. Exactement. En fait, finalement, le site comme un support de communication, de publicité. Ouais. Et là, l'idée étant de pouvoir finalement apporter aux acteurs la possibilité d'avoir un levier fort de réduction, qui est l'éco-conception des sites internet, de pouvoir le mesurer, et donc du coup, par ce biais-là, de pouvoir demain proposer des inventaires publicitaires beaucoup plus green. Ouais. Donc, l'idée étant que de les rendre demain plus bankable, puisque les réglementations allant de plus en plus. Voilà. Ok, donc et donc vous faites quand même cette mesure, mais elle est pas. Peut-être que d'autres la font mieux. Vous le faites comme un support des campagnes de com, mais vous n'avez pas un outil spécialisé dédié à l'empreinte d'un site dans son détail. On en a un, mais qui fait une première couche, et on veut aller beaucoup plus loin avec du coup des confrères. L'idée étant plus de s'associer là-dessus, c'est pas. Voilà, l'idée vraiment actuellement, c'est plutôt de s'associer là-dessus et de continuer à permettre, parce qu'on peut pas être partout à la fois non plus, de continuer à permettre d'être véritablement un outil du plurimédia, cross-acteur, donc une plateforme centralisée de la mesure et de la réduction carbone de la com, avec une vraie possibilité d'interopérabilité avec différents acteurs qui parfois, comme ça, vont avoir vraiment des spécificités. Un savoir-faire très spécifique, etc. Donc, toi, tu n'as aucun problème pour te dire demain, si vous utilisez tel système reconnu, standard pour la mesure de l'empreinte carbone de ton site, tu me le donnes et moi, je l'intègre dans ton mix, quelque part, d'empreinte carbone sur tous les supports, etc. quoi. Exactement. Ok, c'est clair. Je reviens une seconde sur l'éco-conception. Alors, c'est quelque chose, c'est pas
que tu fais aujourd'hui, mais que tu en as beaucoup fait, ça fonctionne réellement, ça a un vrai impact. Est-ce que des fois, nous, je le vois, et alors je prends volontairement, je force le trait, mais des choses où tu as l'impression que c'est du greenwashing, tu vois, en disant je vais utiliser telle police, telle fonte, parce que elle est un petit peu plus maigre, et donc ça va moins peser. Tu as vraiment l'impression entre ce qui est réel a vraiment de l'impact et de ce qui est juste un peu du marketing. T'as un avis là-dessus Ah oui. J'imagine. Ah oui, j'ai un avis. Bah, en fait, c'est assez, ça peut parfois être un peu frustrant et effectivement, on peut parler presque de greenwashing parfois. Alors, en fait, finalement, là-dessus, il y aurait presque, il y a tout un sujet vraiment. On pourrait faire un podcast, même une série de podcasts sur le greenwashing. Finalement, une action positive, si elle est ridicule et qu'on en fait quelque chose, est-ce que ça devient presque du greenwashing? Mais pour revenir à ta question, vraiment avec l'idée de la typo, des choses comme ça. En fait, c'est vrai que déjà, l'impact le plus important, ça reste finalement l'achat. Quand on fait une communication au sens large, Renault, à la fin, il veut vendre une voiture. C'est vrai que la conception de la publicité, sa production, même si elle est très carbonée, reste une part infime par rapport à l'empreinte de la fabrication d'une voiture neuve. Bah exactement. Si Renault, grâce à ou pour prendre Land Rover par exemple, qui est certainement beaucoup plus carboné que Renault, va vendre des milliers de voitures grâce aux publicités, on peut très bien se douter que la publicité a un impact, en tout cas dans sa conception et de sa diffusion minoritaire par rapport à l'impact des ventes. Mais c'est très loin d'être négligeable puisque la publicité est omniprésente, la communication est omniprésente, elle représente entre 2 et 4% de l'impact CO2 en France et dans des pays développés comme la France. Donc il y a vraiment une marge de manœuvre. La communication, c'est entre 2 et 4% de l'empreinte carbone d'un pays développé. Exactement. Dans ces eaux-là. Donc c'est quand même important. Ouais. Donc c'est énorme, hein. Donc c'est omniprésent. On a énormément de choses à faire parce qu'on ne l'a pas pris en compte pendant très très longtemps. Et effectivement, il y a des actions qui sont beaucoup plus pertinentes en termes environnementaux que d'autres. Mais c'est le cas en fait dans notre quotidien aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ça a plus d'impact d'aller au boulot à pied ou en vélo que de couper le robinet lorsqu'on se brosse les dents. Malheureusement, mais tout est intéressant à prendre. Mais il faut quand même couper le robinet. Et voilà. Oui, il faut pas ne pas agir sous prétexte qu'il y a toujours des choses qui sont plus. Exactement. Ça fait partie des arguments qui sont amenés parfois en disant bon voilà. C'est les industriels qui doivent faire les vrais efforts. Oui. Donc. Mais en fait, finalement, c'est un tout, c'est cyclique. C'est-à-dire que si on parle très très souvent de Total, si tout le monde n'achetait pas de l'essence, Total ferait peut-être autrement. Donc, et puis en même temps, nos sociétés sont faites de façon à ce qu'on consomme du transport, qu'on bouge beaucoup, qu'on utilise la voiture. Donc voilà, je pense que c'est un tout. Et il n'y a pas de petites actions et la communication, même sur sa conception et sa diffusion, sa production et sa diffusion a beaucoup à faire et on parle assez rapidement en milliers voire millions de tonnes CO2 d'un point de vue mondial. Donc ça représente beaucoup de CO2 à réduire tout de même. Ouais. Bon, donc il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a pas de petits gestes. J'ai vu en préparant cet épisode que tu as acheté, donc vous avez acheté avec la société un concurrent, Bilobay, finalisé tout début 2024. Est-ce que tu peux nous raconter, c'était quoi? C'était une techno qui t'intéressait? C'était des gens? C'est quoi la stratégie derrière ça? Ouais, Bilobay, donc c'était vraiment le précurseur sur cette mesure. En 2012, ils avaient commencé déjà. Un an avant. Ah non, attends, 2012. Ouais, 2012. C'était 2021. Donc, ouais, c'est vrai que tu t'es mis en entrepreneur, en consultant en 2013, pardon. Donc du coup, c'était vraiment les précurseurs. Des Français à Strasbourg. Et il s'est avéré qu'il y avait l'opportunité de les racheter fin d'année dernière et ça nous a apporté principalement des complémentarités de mesures, notamment sur l'affichage et sur le cinéma. Donc le cinéma est en cours, on va terminer les intégrations. Et puis aussi, c'était l'occasion de porter un message fort sur un début de consolidation du marché, de montrer qu'on était là pour la suite, quoi. Ouais. Et donc des gens qui ont rejoint l'équipe et qui sont maintenant parfaitement intégrés. Non, alors, là c'est tout récent. Hein.
Alors c'est assez récent. On a intégré la technologie. L'équipe étant à Strasbourg, il a été convenu du coup, c'était pas possible pour eux de déménager à Rennes et donc on a. Ça a été intégré c'est l'équipe qui a intégré la techno. Ils étaient 3, donc c'était une petite équipe. Ouais, c'était une petite équipe. Et tu parles de consolidation. Il y a beaucoup d'acteurs là-dessus en France. C'est un petit marché, c'est un gros marché. J'ai du mal à bien me rendre compte. En tout cas, il commence à y avoir quand même pas mal d'acteurs spécialisés. On va avoir du coup sur certaines métriques et certains domaines de la communication, notamment le digital évidemment, puisque le digital... Il y a plus de données, c'est plus intuitif de se dire que là-dessus on peut avoir de l'impact. Oui, puis c'est aussi plus normé. International. Donc en fait, dès qu'on commence à être bien rodé, on peut tout de suite avoir un volume, un marché beaucoup plus large. Donc il y a de plus en plus d'acteurs. Ce qui est certain, c'est que le marché reste lent, peu dynamique, parce que ça reste vu comme une contrainte pour le moment. Et donc tant qu'il n'y a pas une réglementation forte, ça bouge pas des masses. Oui, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que il y a une priorité à la performance commerciale. Ça reste une réalité que dans un premier temps, c'est une charge. Il n'y a pas de ROI. Il n'y a pas de ROI. On arrive à maintenir la performance avec une réduction environnementale, mais c'est une charge supplémentaire dans un premier temps. Mais je suis absolument persuadé qu'il s'agit d'un point de vue stratégique, c'est absolument indispensable. On le voit avec certains de nos clients, ça fait 2, 3, voire 4 ans pour certains d'entre eux qui sont partis sur des démarches environnementales et ils commencent tout juste à arriver à avoir mis en place ce qu'ils souhaitaient, avoir une feuille de route claire, avoir des chartes d'amélioration continue, tout. Donc c'est-à-dire que ceux qui vont se réveiller un peu à la dernière minute, lorsqu'il va y avoir des réglementations fortes, des sanctions, puisqu'elles vont venir. De toute façon, c'est une évidence, c'est dans le Green Deal européen, tout ça est très clair. Ils risquent d'y laisser des plumes. À ce moment-là. Ils auront pris un peu de retard. Ce qu'il faudrait, c'est faire, je sais pas, un palmarès ou des systèmes de notes, tu sais, un peu comme un Nutri-Score pour les annonceurs, quelque chose, s'il y avait une prise de conscience. Alors, prise de conscience est liée, mais si les consommateurs pouvaient voir un peu en live, je sais pas, tu sais, de la même manière que tu dois mettre ton Nutri-Score, ton truc de sucre, en live, voir la note de la campagne, peut-être que ça sensibiliserait les annonceurs en se disant... Enfin, après, c'est toujours pareil. Il faut forcer. C'est la réglementation qui va forcer. Sinon, les gens ne feront pas, quoi. Tu viens de spoiler un bout de ma stratégie. Non, mais c'est clairement ce qu'on aimerait mettre en place à terme. Aujourd'hui, c'est très difficile à mettre en place, mais c'est hyper intéressant de pouvoir scorer finalement l'impact d'un achat lié à une pub. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui dans ce sens, avec du scoring. On voit qu'il y a un score carbone pour les véhicules. Il y en a déjà depuis longtemps pour toutes les machines électroniques. Donc voilà, il va y en avoir pour la nutrition, l'alimentation et on a ça pour les logements. Il va y avoir aussi ça pour les vêtements. On voit que c'est un vrai sujet entre la fast fashion et puis plein de choses sur la partie vestimentaire. Donc il y a déjà cette démarche est déjà engagée et c'est certain que il faudra réussir à coupler l'impact environnemental du cycle de vie d'un produit, d'un service et la communication qui en est faite pour lui donner le plus de portée et le plus de ventes possible. C'est clair. Mais c'est pas simple. Enfin, je réalise comme ça, c'est en fait tu dépends d'un marché, l'évolution d'une législation, parce que c'est pas les industriels qui spontanément vont faire ça. Peut-être un ou deux qui seront vraiment les bons élèves, qui vont mettre ça en avant en marketing, comme des arguments marketing. Les autres ne le feront que sous la contrainte. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, quoi. Oui, en fait, ce qui est pour moi extrêmement positif, c'est que ça démontre que la communication reste un levier extrêmement puissant de changement et qu'on peut imaginer du coup des choses assez chouettes demain sur ça. Mais effectivement, le problème étant que dès qu'il y a un petit peu, d'un point de vue économique, dès que ça éternue un petit peu, la RSE est mise souvent de côté ou en tout cas en pause. Donc on reporte un petit peu, etc. Effectivement, donc on peut jamais véritablement savoir quand est-ce que ça va être suffisamment contraignant pour passer à l'échelle qu'on attend. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va venir. Oui.
C'est le sens de moi, l'évolution de nos marchés, quoi. Moi, ce que j'aime bien, la consommation. Ce que j'aime bien dire à l'équipe de temps en temps, c'est la différence entre le climat et la météo. Ouais, non mais c'est le climat. C'est sûr. Vous jouez climat, vous jouez la carte climat. Quoi, nous, c'est la carte climat, ouais. Et c'est pas parce que le climat se réchauffe que de temps en temps il neige pas. Ouais. Pas grave, tant pis. C'est une très bonne image, mais je pense que c'est exactement ça. Le temps joue pour vous. Eh oui. Écoute, pour prendre un petit peu pas de hauteur, parce que l'on a pris de la hauteur, mais c'est quoi les projets futurs pour DK? Est-ce que c'est, je te donne des pistes, mais l'international? Est-ce que c'est d'autres? Donc là, tu as eu un rachat, donc tu as permis d'avoir la case cinéma, a priori, notamment, mais c'est quoi tes grands futurs? Oui, l'international, on commence en Allemagne, en Espagne, notamment. Donc, nous, on a une vraie envie de devenir leader européen. Je pense qu'on a toute légitimité en Europe et notamment en France sur ces sujets-là, bien qu'il y a des acteurs américains qui arrivent évidemment, parce que dès qu'il y a des opportunités aussi business, ils sont rarement pas là. Donc là-dessus, oui, on commence déjà à regarder en dehors des frontières françaises, et puis de véritablement apporter de plus en plus de solutions de réduction. L'idée étant le plus rapidement possible d'apporter des réductions automatisées et personnalisées. C'est vrai que le mot qui peut revenir le plus rapidement, enfin le plus souvent, il faudrait que ça soit magique, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si ça coûte pas grand-chose, que ça me prend pas de temps et que ça réduit, c'est win-win-win-win, quoi. Donc voilà, on cherche de plus en plus ces éléments-là. On commence à, je laisse un peu de surprise, mais on commence à trouver. Vous avez des pistes de réflexion, en tout cas, sur des belles pistes là-dessus. Bon, super. Et ben écoute, on suivra l'évolution parce que je trouve le sujet évidemment intéressant. Merci. Et on en parle quand même régulièrement. Donc je trouvais intéressante cette petite incartade du côté de la mesure de l'empreinte carbone, de côté communication. Pour terminer cet épisode, et c'est un peu le gimmick du podcast Mediarama, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander? Un truc cool à vous recommander. Ça peut être pub, ça peut être cinéma, ça peut être un livre, une expo, un produit, une voiture que tu as vue. Le sujet est large. En fait, moi, j'adore paradoxalement, j'ai plus de voiture, mais j'adore les voitures électriques. Ouais. Et je suis dernièrement monté dans une voiture électrique et franchement, on entend beaucoup parler. Et je pense qu'il y a pas tant de gens qui sont montés dedans. Je trouve que c'était une expérience à la fois un peu passe-partout et qui m'a fait me sentir un peu comme un gamin. Je me suis dit merde, c'est ça le futur, c'est assez chouette. Tiens, il y a les bagnoles maintenant. Et c'était quoi comme voiture? C'était une Mégane, la nouvelle Mégane. La nouvelle Mégane. En fait, tous les matériaux à l'intérieur sont recyclés ou peuvent l'être. C'est relativement sobre, c'est hyper calme et tout. Et on se dit tiens, il y a des belles innovations et c'est vrai que quand on entend quand même très régulièrement que tout va mal, qu'on angoisse un petit peu sur l'avenir et tout, moi, quand je m'assois dans une voiture comme ça et je me dis, c'est ça, c'est un bout de l'avenir, en tout cas. Bien sûr. Ça va. Je pense que, moi, je suis quelqu'un de foncièrement positif, donc ça va, je stresse pas trop et d'optimisme, donc ça va, mais. Ouais. C'est toujours la différence entre climat et météo, parce que tu vois, en l'occurrence, les ventes de voitures électriques sont un peu tassées, là, sont un peu en baisse, mais bon, encore une fois, je pense que c'est le côté météo. Je pense qu'en termes climat, c'est évidemment l'avenir, et c'est cool de voir aussi des voitures françaises qui sont électriques et qui sont pas ringardes, qui sont cool. Ah, mais c'est hyper belle. Ouais. J'adore. Il y a des belles voitures. Et bon, il va falloir, une fois que tu as convaincu les gens qui étaient déjà un peu convaincus, maintenant il faut aussi convaincre le reste. C'est toujours ça aussi. Nous, on le voit au quotidien, c'est qu'il y a ceux qui sont convaincus d'avance. C'est relativement simple de travailler avec eux. Puis après, il y a ceux qu'il faut plus convaincre. Il y a les autres. Donc, il y a encore un peu de travail. En tout cas, bravo pour DK, bravo pour ce projet de long terme important et puis qui accompagne un peu le changement de toute une industrie. Ça méritait d'être mis en avant. Donc, merci Adrien pour ton temps. Et puis, au plaisir de suivre un peu l'évolution de DK. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.